suis Michael Jordan, j'ai 36 ans et je suis Chief Revenue Officer, donc directeur du revenu chez Agicap, une scale-up française mais installée à Berlin. J'ai fait ma prépa à Lyon au Marist. Et pendant ma prépa, il y a plein d'anciens de l'ESSEC qui sont venus nous vendre l'ESSEC, qui nous ont dit beaucoup de choses. Donc c'était ma top prio pendant les concours de pouvoir rejoindre l'ESSEC. Et en plus, je voulais vraiment me spécialiser à la base sur le business en Asie. Donc j'ai aussi vraiment choisi l'ESSEC pour pouvoir profiter du programme Agentrack que j'ai eu l'occasion de faire quand j'y étais. Voilà, donc j'ai intégré l'ESSEC en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et je me suis spécialisé en entrepreneuriat, marketing et vente. Donc, je fais la chaire vente et stratégie marketing, tous les cours qui touchaient de plus ou moins près à l'entrepreneuriat. Et j'ai fait la jeune track aussi sur toute la partie asiatique qui m'intéressait aussi beaucoup à l'époque. En première année, j'ai fait un stage pour une PME française. Ils m'ont envoyé à Shanghai pour trouver des fournisseurs de matériel d'éclairage à économie d'énergie. Donc c'était super intéressant, très exotique, à aller dans les usines, dans les petites villes chinoises, à auditer des fournisseurs, à faire des salons professionnels et tout. C'était vraiment une super expérience. Et après avoir fait ce stage, voilà, très petite boîte, c'est aussi un peu très intrapreneurial. J'ai voulu quand même me confronter au stage un peu plus carré, structuré, grosse boîte. Donc j'ai fait un long stage après chez Henkel pendant un an en catégorie management et développement commercial. Donc c'était au siège d'Henkel à Boulogne-Billancourt dans la branche colle et adhésif. C'était très intéressant, mais après ça m'a aussi convaincu que je me projetais pas dans ce type de parcours professionnel, à changer de poste tous les 2 ans pour, si tout va bien, devenir le boss de la branche quand tu as 40-45 ans. Je dis non, ça c'est pas le parcours professionnel qui me botte. Donc je suis retourné après vers des expériences plus entrepreneuriales à ma sortie de l'ESSEC. Quand je suis arrivé à l'ESSEC, je savais déjà que je voulais m'orienter vers un parcours entrepreneurial. Et donc, et en même temps, j'avais envie de profiter de la vie étudiante à l'ESSEC et de la vie associative. Donc, mon choix, c'était de dire, je prends en termes de parcours académique, je prends tous les cours qui touchent à l'entrepreneuriat. Mais je m'étais posé la question aussi de m'impliquer dans la junior entreprise. Il y a plein de super entrepreneurs qui sont investis à fond dans les JE quand ils étaient en école de commerce et notamment à l'ESSEC. J'ai décidé délibérément de ne pas aller dans cette voie et plutôt de m'orienter voilà, des activités théâtrales, culturelles, éducatives et autres et de mettre ça de côté. Donc je suis allé à fond sur les cours, ça m'a permis de rencontrer plein aussi d'intervenants, entrepreneurs super intéressants qui ont beaucoup nourri aussi cette ambition entrepreneuriale. Mais j'avais décidé délibérément pendant les années d'ESSEC de ne pas commencer de projet entrepreneurial à ce moment-là ou de ne pas aller vers la junior entreprise et de garder ça pour plus tard, quoi. Parce que je pense qu'on est en école de commerce qu'une fois, il faut profiter aussi de ce que ça offre. Quand j'ai fini l'ESSEC, j'avais envie d'aller travailler en Asie. Et donc j'ai postulé à plein d'offres pour aller en Asie. Et en fait, j'ai été pris pour un poste de responsable marketing dans une start-up française qui est en train de créer un bureau à Singapour. Je dis, génial, ça va être entrepreneurial dans l'esprit. Je bossais avec un entrepreneur qui était assez expérimenté parce que c'était un entrepreneur qui avait déjà une quarantaine d'années. Et en plus, j'aurais l'opportunité d'aller bosser en Asie, parfait pour se mettre le pied à l'étrier, sauf que ça s'est pas passé exactement comme ça. C'est une startup qui s'appelle NetVisio, qui fait des applications pour téléconnecter. Et en gros, finalement, j'ai suivi l'entrepreneur pour aller créer un bureau de R&D avec lui en Israël, à Tel Aviv. Donc c'était pas du tout prévu au programme et je devais y rester que quelques mois avant d'aller à Singapour après. Finalement, le move à Singapour s'est pas fait.
Mais c'était quand même une super expérience parce que je suis tombé dans le monde du digital un peu par hasard via cette opportunité-là, qui était top. Ça m'a donné l'occasion de travailler vraiment en mode dans la tech avec des développeurs. J'avais jamais été confronté vraiment à ce monde-là avant. Dans en plus le pays qui est une des références mondiales en termes de tech, parce que je crois qu'en Israël, tu as un tiers des diplômés qui ont un diplôme d'ingénieur. Enfin, c'est vraiment des stars en tech. À l'époque, Israël créait autant de startups par an que l'Europe tout entière. Je pense que ça a un peu changé depuis, mais c'est pour donner un peu la dimension du truc. Donc c'était un peu une révélation par rapport à l'entrepreneuriat dans le digital. J'ai pareil là-bas rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Et en gros, après un an de VIE, c'était un VIE, j'ai décidé de rentrer en France et d'essayer de lancer un projet. Et donc j'avais une idée de projet, mais qui était plus dans l'open data et les données gouvernementales, où j'ai bossé dessus pendant quelques mois. Et en fait, en bossant sur ce projet et en cherchant des développeurs avec qui travailler, j'ai rencontré un autre entrepreneur qui lui-même était en train de lancer son projet dans la réalité augmentée, qui était hyper pas connu à l'époque. Enfin, aujourd'hui, on en parle beaucoup de la réalité augmentée. À l'époque, c'était beaucoup plus confidentiel. Et finalement, après avoir posé le pour et le contre, j'ai décidé de me lancer avec lui sur ce projet-là et de mettre de côté le projet sur lequel je bossais à l'époque. Alors, ça s'est fait assez rapidement. Donc quand j'ai rencontré cet entrepreneur, j'étais consultant. En fait, je venais de reprendre un boulot parce que financièrement, à un moment donné, tu as besoin d'assurer aussi. Donc, j'avais repris un boulot de consultant dans une boîte qui s'appelle 55. J'étais data analyst. Et pendant quelques mois, en fait, on buvait des verres ensemble, on a appris à se connaître. On s'était rencontré à un événement d'entrepreneuriat, je crois, en octobre 2011. Et on s'est formellement associés en juin 2012. Il y a eu cette phase pendant voilà, 6-7 mois. On se voyait une fois par mois. Lui-même avait aussi un boulot encore. C'était un side project. Donc on se voyait, on brainstormait, on changeait nos idées. Et après, en fait, il m'a proposé de postuler avec lui et un troisième cofondateur à un programme d'incubateur qui à l'époque s'appelait le Camping, qui est devenu après Numa et The Family, donc qui sont plus connus en France. C'était le Camping, c'était un peu le Y Combinator, enfin c'était un peu l'incubateur en vogue en France à l'époque. Et donc on a été pris, et donc on a tous posé nos démissions une fois qu'on a été pris en juin 2012, et là on est allé all-in sur ce projet. On a très vite lancé une phase exploratoire en termes de business. En fait, il y avait déjà une application qui existait, donc c'était une application mobile de réalité augmentée qui permettait de visualiser sur iPhone ou Android n'importe quel modèle 3D. Donc ça pouvait aller du projet du modèle 3D, de projet architectural que tu allais monter sur une table de réunion en réalité augmentée de façon hyper réaliste, à voilà, un mobilier que tu pouvais essayer chez toi, plus dans un contexte B2B, une machine-outil que tu pouvais montrer dans un salon professionnel en réalité augmentée plutôt qu'avoir le projet physique. Donc en fait, il y avait énormément de cas d'usage, de business case possibles devant nous. Et on était conscient qu'on ne pouvait pas se lancer sur tous ces usages à la fois parce que ça avait des conséquences après en termes de développement produit, etc. Donc on allait rencontrer plein d'acteurs différents. On allait rencontrer des boîtes de e-commerce comme Cdiscount pour explorer un peu les usages autour du e-commerce, si c'était une techno qu'ils avaient déjà vue, s'ils voyaient le potentiel, etc. En fait, on a disqualifié le e-commerce assez rapidement parce qu'à l'époque, se rappelait en 2012, c'était le début des smartphones. Et on n'avait pas encore les smartphones de la puissance qu'on a aujourd'hui. Donc c'était trop bancal pour se lancer sur un usage B2C comme celui-là. Et après, on a exploré des usages B2B où il y avait plus d'intérêt confirmé avec des forces de vente terrain. Donc à la fois des PME industrielles qui étaient intéressées de présenter des projets, des concepts en réalité augmentée à leurs clients, ou même des plus gros acteurs dans l'industrie du packaging ou de la grande conso, c'est-à-dire des fabricants de présentoirs en carton ou des grosses boîtes comme Coca-Cola qui voulaient pouvoir montrer leur frigo Coca en réalité augmentée dans des bars et restaurants ou dans des magasins.
Donc voilà, en fait, on s'est confronté au marché en allant parler à plein d'acteurs, en pitchant un peu des use cases, en voyant l'intérêt, en voyant les contraintes aussi que ça créait. Et après, on a décidé de se focaliser sur l'usage de la vente terrain, en fait. D'aller vendre l'application à des vendeurs terrain qui avaient des tablettes et qui avaient besoin de montrer à leurs clients le produit en réalité augmentée pour mieux vendre, en fait, pour avoir des meilleurs taux de placement, des meilleurs taux de closing. C'était pas forcément un pivot au sens strict, c'était plus un refocus, où on avait pendant un temps, en fait, je pense peut-être les 2 premières années, on avait encore beaucoup de cas d'usage qui se développaient en même temps. Et après la levée de fonds, je pense qu'il y a eu un tournant. On a levé des fonds avec Salesforce Ventures, donc le fonds d'investissement de Salesforce. Et au même moment, et c'est aussi ce qui a aidé la levée de fonds, on a closé notre plus gros deal de loin. Enfin, on faisait, je sais pas, c'était une époque où on faisait peut-être 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel et on a closé un deal à 500 000 euros avec Coca-Cola Allemagne pour équiper toute leur force de vente terrain. Donc là, on s'est dit, OK, il y a peut-être un truc. C'est soit on continue à s'éparpiller, à faire des petits chiffres d'affaires à droite à gauche sur plein d'usages différents qu'on a du mal à maintenir, soit on va all-in sur ce cas d'usage en particulier. Et donc, on a décidé de se focaliser à fond là-dessus. On a dit, OK, bah maintenant, on se lance aux États-Unis. Faut aller voir tous le top 50 mondial de la grande conso. Donc Pepsi, Unilever, Procter & Gamble, pour leur proposer ce cas d'usage. Et vraiment essayer de scaler, développer le chiffre d'affaires sur cette base-là, quoi. Le business model, avant on proposait des abonnements un peu fourre-tout qui étaient plutôt basés sur le nombre de modèles 3D que tu pouvais avoir, etc., qui n'étaient pas adaptés en fait pour ce type d'acteur. Donc quand on s'est lancé sur ce cas d'usage en particulier, on est allé sur quelque chose de très simple, où c'était une licence par commercial, en fait, par utilisateur. Et comme c'était en plus des gros volumes, on parlait de centaines, voire de milliers de forces de vente avec des centaines, voire des milliers de commerciaux, bah, on avait des prix dégressifs. Et après, dans le cycle de vente, c'était un peu différent parce que c'était de la vente grand compte. Donc, c'était pas le modèle essai gratuit en ligne pendant un mois, puis mets ta carte bleue, etc. Là, c'était vraiment en mode projet, grand compte, où on vendait des projets pilotes d'abord, parce que tout le monde trouvait la technologie hyper impressionnante, mais voulait voir le ROI avant de s'engager sur des gros déploiements. Donc on rentrait généralement on faisait généralement des pilotes de 2 à 3 mois qu'on vendait 10-20 000 euros, qui permettaient de tester avec 20, 30, 40 commerciaux sur un pays, une région donnée, et prouver le business case. Et une fois que le pilote était réussi, bah là on pouvait parler déploiement massif qui généralement s'étendait lui aussi sur un an. Donc là on était sur des gros contrats sur la base de licence utilisateur, quoi. Ce qui a très bien fonctionné, c'est qu'on était un peu les pionniers sur la réalité augmentée. Et donc, ça nous donnait 2 avantages. On était la première application sur l'App Store quand tu cherchais réalité augmentée. Et il y a quand même, mine de rien, pas mal de volume de recherche à l'époque là-dessus, directement sur ton App Store. Bah, on était numéro 1 dans tous les pays. Augmented Reality ou les équivalents dans les autres pays, on était numéro 1. Donc on faisait énormément de téléchargements organiques. Enfin, l'application au total avait été, à l'époque, elle été téléchargée plus de 10 millions de fois quand même. Donc c'était des gros volumes de téléchargements. Mais aussi avec beaucoup de curieux, voilà, des personnes qui n'avaient pas un usage vraiment business. Il y avait beaucoup d'étudiants dans le monde entier. Enfin, l'application était téléchargée vraiment un peu partout. Donc on avait un très bon référencement organique sur l'App Store. Et comme c'était aussi une techno qui était hyper impressionnante et hyper nouvelle à l'époque, on avait beaucoup de couverture presse. Donc à chaque fois qu'on allait sur des salons professionnels notamment, on était très bon pour arriver à aller capter les journalistes ici et là, leur faire la petite démo, et c'est là, wow, c'est quoi ce truc, c'est génial, il faut à tout prix que je fasse des interviews. Et donc on se retrouvait avec des couvertures presse de dingue, quoi. Je veux dire, on était dans Forbes, dans TechCrunch, dans Mashable, enfin ce qui était le plus gros de la presse tech US à l'époque. Et à chaque fois, ça te faisait des boosts qui te permettaient de faire passer des caps. Donc il y avait ce côté un peu couverture très généraliste. Et après, par contre, sur notre niche métier spécifique, quand on a décidé d'aller sur ce cas d'usage, bah là, c'était une stratégie go-to-market qui était beaucoup plus ciblée
Dire, OK, où est-ce qu'on rencontre, comment est-ce qu'on arrive à parler aux géants de la grande conso. Et donc, on participait à des événements ciblés. Il y avait la grand-messe sur le merchandising à Las Vegas tous les ans, Global Shop. Il y avait d'autres événements régionaux, etc. Il y avait de la presse spécialisée sur ce secteur d'activité. Donc, on a sponsorisé aussi des contenus dans la presse spécialisée. Et après, c'était beaucoup d'outbound, quoi, donc de la chasse ciblée. Où tu vas contacter, je sais pas moi, tu prends un compte comme PepsiCo et tu vas contacter le VP Digital, le VP Sales Enablement. Enfin, c'est des groupes qui sont tellement énormes que souvent tu as 20-25 personnes qui touchent plus ou moins à ton sujet. Et hop, tu arrives à les accrocher. Nous, ce qui marchait hyper bien, là on était très fort, c'est comme c'était une solution qui était hyper visuelle. Et ben, on a une stratégie autour de la vidéo où on allait leur créer, en fait, on leur faisait une vidéo avec leur contenu. Donc on créait les modèles 3D. Par exemple, j'allais créer un frigo Pepsi. J'allais faire une vidéo où je faisais le commercial, j'allais dans un magasin. Donc ça permettait vraiment de se projeter sur le cas d'usage. On expliquait la valeur et le ROI attendu. Et on envoyait ça à 25 personnes, 25 VP chez eux. Et on avait des taux de réponse de dingue, quoi. En fait, on arrivait à sécuriser des rendez-vous hyper facilement parce qu'ils trouvaient ça tous hyper innovant. Donc, c'était facile de mettre un pied dans la porte. C'était plus difficile, après, c'était de réussir les pilotes et les gros déploiements, quoi. Le vrai MVP, c'était même pas des modèles 3D, c'était que des images 2D. Moi, quand il m'avait montré la démo à l'époque, qui m'avait convaincu que c'était un truc qui potentiellement pourrait m'intéresser en projet entrepreneurial, c'était avec la Joconde. En fait, il avait une feuille sur sa main et il avait la Joconde en taille réelle qui déplaçait sur sa main. C'était de la 2D. Je dis, c'est quoi ce truc, c'est dingue. Et il dit, bah voilà, ça peut s'appliquer aussi à de la 3D. À l'époque, c'était juste un fichier 2D qu'il fallait récupérer directement depuis ton smartphone. Ça, c'était le MVP sur vraiment le concept. Et après, on l'a fait évoluer en plateforme SaaS qui supportait tous les fichiers de modèles 3D, quelque chose de beaucoup plus complexe avec des capacités de visualisation plus poussées. Mais le concept de base, c'était une image sur ta main, quoi. Alors, c'est pas moi qui l'ai développé, mais c'était 100% en interne. C'était le fondateur initial du projet qui avait codé la V1 de l'application. Et après, dès qu'on s'est lancé, le deuxième cofondateur était aussi technique. Donc, ils ont continué à développer l'app. Et après, dès qu'on a fait un tour de seed, on avait fait un tour de seed de 220 000 euros. Bah, les premiers recrutements, c'était d'autres développeurs pour accélérer le développement produit. C'était 100% internalisé. Je crois qu'il y a juste sur la fin, dans les dernières années, où sur certaines parties du développement, on avait besoin de compétences très spécifiques qu'on n'arrivait pas à embaucher en CDI. On a été amené à prendre des freelances pour pouvoir avancer. Mais sinon, on a toujours été sur une stratégie de développement internalisé. Mais je crois qu'avec même notre premier levée de fonds de 220 000 euros tour de seed, on avait eu une aide publique qui était assez significative, de l'ordre de 50 000 euros. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc que toutes les startups pouvaient facilement récupérer à l'époque. Donc dès qu'on a eu ces 50 000 euros, en fait, on a fait une première embauche d'un développeur avec. Et après, quand on a eu la première levée de 220 000, là, on a commencé nous aussi un peu à se payer, à se verser un salaire et faire 2 autres embauches. Et après, il y a eu encore une autre levée d'1 million assez rapidement derrière. Donc voilà, tu vas petit à petit, quoi. Dès que tu as fait une levée, tu dis je peux embaucher 1, 2, 3 personnes. Mais c'était des montants de levée à l'époque qui étaient beaucoup plus petits que ce qu'on peut voir maintenant dans l'environnement startup. Lui, c'était le visionnaire. Il voyait la réalité augmentée partout, sur tous les usages. Il faut qu'on soit le leader mondial, etc. Donc il avait un peu ce côté visionnaire et qui marchait très bien aussi avec les journalistes, etc. Moi, c'était plus en mode, ok, c'est sympa, il y a la vision, la techno est géniale. Par contre, il faut trouver des business cases qui permettent de vendre, où il y a un vrai retour sur investissement, quelque chose de solide, quoi. Donc moi, j'étais plutôt celui qui était en mode, on explore, on fait des décisions et on va all-in sur quelques business cases. Donc la stratégie autour de la grande conso, c'est plutôt venu de moi.
Là où lui était vraiment sur la vision globale, la plateforme, le développement produit, mais il était aussi très bon commercial à ses heures quand il s'investissait sur des sujets. Il a toujours une vision très holistique de la réalité augmentée, là où moi j'étais vraiment en mode d'être focus sur un cas d'usage, quoi. Franchement, le marché était encore très compliqué, même aujourd'hui, alors que ça fait 10 ans. Si je devais refaire, je ne sais pas ce que je ferais différemment. Je pense que in fine, c'est très difficile encore dans ce secteur de faire une boîte rentable et qui marche très bien commercialement. Il n'y a pas d'exemple. Donc, si c'était à refaire, je pense on aurait pu revendre la boîte. En fait, on a des concurrents qui ont été rachetés par des gros de la tech aux États-Unis. On a un concurrent qui a été racheté par Snapchat pour 50 millions de dollars. Alors qu'ils étaient moins développés commercialement que nous, c'était une toute petite équipe. En fait, on aurait dû créer une plus forte proximité avec les gros acteurs de la tech américaine qui après se sont lancés dans la réalité augmentée, Google, Apple, etc., avec qui on a été en discussion par ailleurs pour vendre la boîte à un moment donné, mais c'était trop rapide en fait, on était à court de cash, il fallait vendre vite, 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 on va les contacter. On a fait des rendez-vous de M&A, mais ça s'est pas concrétisé. Si c'était quelque chose qu'on avait initié beaucoup plus en amont, en mode partenariat stratégique avec ces boîtes-là, avec Microsoft, avec Adobe, etc., qu'on avait appris à se connaître, qu'ils avaient pris confiance en l'équipe, etc., je pense qu'il y aurait pu avoir des opportunités de rachat qui auraient été beaucoup plus naturelles, là où on a dû précipiter le process qui a du coup finalement pas abouti. Mais commercialement, je ne vois pas de truc, même avec l'état du marché aujourd'hui, en y repensant, il n'y avait pas de chemin évident pour arriver à faire un gros succès commercialement. Bah, après, tu es un peu pris dans le cycle des levées de fonds. C'est-à-dire, en 2015, on a fait une levée de fonds de 3 millions d'euros avec Salesforce Ventures. Et l'objectif, en fait, tu dépenses l'argent pendant généralement sur à peu près 2 ans, tu fais un budget pour dépenser. L'objectif, bien sûr, c'est qu'une fois que tu as fini de dépenser l'argent que tu as levé, que tu aies une traction commerciale qui se soit accélérée, et du coup, tu es en bonne position pour relever un plus gros montant et une meilleure valorisation. Sauf que nous, comme on était engagés sur des cycles de vente avec des gros comptes très lents, où il y a eu quelques succès, mais c'était pas non plus hyper convaincant. Et le marché de la réalité augmentée était encore un peu balbutiant, les investisseurs ne savaient pas trop sur quel pied danser, si c'était vraiment quelque chose, si c'était un secteur d'avenir ou pas. Donc quand on a commencé à se retrouver à court de cash, qu'il a fallu relever, ben, on n'était pas dans une position idéale. Et donc on a une levée de fonds qui a échoué, on avait des pistes et puis ça a échoué. Et donc on a dû se mettre en redressement judiciaire. Séparé d'une bonne partie des équipes. Et après là, en fait, on a réussi à relever un peu en mode sauvetage avec un fonds belge assez improbable qui a mis de l'argent, mais un peu en mode à la casse, donc qui ont repris une majorité du capital pour une valorisation significativement inférieure, mais qui a permis de continuer l'activité pendant de 2017 à 2019. Où on a continué d'itérer, de pousser, où on a engagé des conversations de M&A avec les acteurs de la tech américaine qui n'ont finalement pas abouti. Et c'est à la fin de ce cycle-là que moi j'ai décidé de partir. Et la boîte a continué après avec des équipes à minima, quoi. Donc quand on était dans l'incubateur, le camping, à la fin du programme d'incubation, il y avait un Demo Day où ils avaient ramené plein de fonds d'investissement, des business angels, etc. Dans le cadre du programme d'incubation, on a réussi à faire un premier tour de levée avec juste des business angels. Je crois qu'on en avait 12 business angels, donc quelques entrepreneurs assez connus comme Olivier Mathieu, Tristan Viscock, etc. Et après, je ne me rappelle plus exactement de la temporalité, mais je pense que c'était 1 an après, on a fait le tour des fonds un peu plus professionnalisé, où là on a levé 1,5 million d'euros avec un petit fonds qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Covent Partner. Et c'est après, ça c'était encore un an après, je crois, qu'on a levé avec Salesforce Ventures. Mais en fait c'est marrant, une petite histoire avec Salesforce Ventures, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On s'était
On s'était positionné déjà sur ce cas d'usage de force de vente B2B. Et on a eu un lead entrant qui était Coca-Cola Allemagne, qui est venu sur notre site, qui a vu qu'on était positionné là-dessus et que c'était exactement le cas d'usage qui les intéressait. Ils nous ont contactés. Et c'était Coca-Cola Allemagne qui était en train de faire un gros projet avec Salesforce pour en fait déployer Salesforce avec leur force de vente terrain. Et donc, ils voulaient intégrer notre techno à Salesforce. Et le concept a tellement plu, en fait, ils ont montré ça aux équipes Salesforce aux États-Unis au moment où ils étaient en train de travailler sur le concept. Ils ont montré ça aux équipes US. Et les équipes américaines ont tellement aimé le concept, l'idée, qu'ils l'ont montré sur scène à la conférence annuelle de Salesforce, qui est un truc énorme, hein, ça s'appelle Dreamforce. Il y a, je crois, 300 000 participants en physique et plus de 3 millions en ligne. Et ils ont montré la démo Coca-Cola avec notre app pendant la keynote principale. C'était un truc de dingue. Et en fait, du coup, suite à cette exposition, il y a le big boss de Salesforce, Marc Benioff, qui a vu le truc, et qui a dit, et ils ont un fonds d'investissement Salesforce, et ils ont dit, mettez un billet sur cette startup, ça m'intéresse. Et donc, en fait, le truc s'est fait comme ça, quoi. T'as un lead entrant qui te crée une opportunité, qui t'amène à San Francisco, et le patron d'une énorme boîte tech qui décide de mettre un billet sur toi pour t'aider à te développer, quoi. Je pense que ce qui m'a aidé à l'époque et ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est que je pense que j'ai cette capacité à être bon à la fois en marketing, en vente et en data. Et en fait, quand tu as ces trois skills, tu peux faire beaucoup de choses. Parce que typiquement, les genres de choses que j'avais à faire, je développais à la fois la stratégie marketing, donc qui on cible, créer du contenu hyper pertinent pour cette cible, et comment est-ce qu'on arrive à les rencontrer, où là c'était plutôt de la chasse commerciale, où je faisais les rendez-vous commerciaux, j'allais convaincre, j'avais 26 ans, j'allais convaincre des VP de 50 ans de boîtes qui faisaient des dizaines de milliards de dollars à commencer à bosser avec nous. Donc en fait c'était vraiment de A à Z, arriver à penser une stratégie marketing, à l'exécuter, à faire du développement commercial, à pas lâcher tes prospects, à closer des deals. Et tout ça aussi, être toujours hyper data-driven pour avoir des business cases très héroïstes, bien gérer tes finances, tout ça. Donc moi, c'est vraiment avoir un peu ce skill set marketing, vente, data qui était hyper puissant à l'époque et qui est encore dans ma boîte actuelle, je pense, fait que je suis au poste que j'occupe actuellement, quoi. Quand dans ma précédente startup, donc Augment, c'était clair qu'on n'était pas arrivé à vendre la boîte, mais que l'activité allait continuer avec des effectifs réduits. J'ai décidé de passer à autre chose, donc je me suis mis en mode OK, on va essayer de partir sur un nouveau projet. Et j'ai pris le temps de la réflexion, de faire un peu le bilan en tant qu'entrepreneur, quels sont les pain points dont j'ai fait l'expérience. Et il y avait deux sujets que j'ai creusés particulièrement. Il y avait celui de la gestion de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on était en difficulté financière chez Augmente, on passait notre temps à mettre à jour un Google Sheet où on récupérait les relevés bancaires, qu'on catégorisait un peu tout ça à la mano. Et on prenait après les opportunités qu'on avait dans le CRM pour essayer de faire un peu des projections de trésor, pour être sûr que je veux voir jusqu'à quand on aurait du cash. Et on avait essayé de mettre en place des outils, on avait fait des démos avec Sage, avec d'autres boîtes, mais il n'y avait rien qui était vraiment convaincant. Je m'étais dit, c'est dingue qu'il n'y ait pas, en 2019, il n'y ait pas d'outils qui permettent de faire ça correctement, de logiciels. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé Agicap et je me suis intéressé aussi à un autre sujet que Agicap traite maintenant aussi, qui est celui de la relance client pour réduire les délais de paiement, qui est un gros problème aussi des PME en France pour se financer. Donc j'avais ces deux trucs, la gestion de trésorerie et la relance client. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur Google sur gestion de trésorerie que je suis tombé sur le site d'Agicap. J'ai regardé, tiens, quelle est l'équipe derrière? Ah, ils sont à Lyon, comme moi. Ça faisait 2 ans que j'étais rentré à Lyon. Et donc, je les ai contactés tout en mode exploratoire au début en disant, bah, je suis entrepreneur comme vous, je suis en train de passer sur un nouveau projet, est-ce qu'on peut en parler? Et donc, on s'est rencontrés dans ce contexte où eux étaient en train de conclure leur première levée de fonds de 3,5 millions d'euros avec Blackfin. Et ils n'avaient pas vraiment de compétences marketing dans la boîte.
Et donc, j'ai eu l'occasion de rejoindre le projet en tant que premier directeur marketing à l'époque. Et ça a bien matché parce que j'avais aussi cette culture sales qui est très forte chez Agicap. Et donc, on a réussi à bien connecter avec les cofondateurs. Vous sentez que j'avais à la fois cette fibre marketing, mais sales aussi qui était très importante pour eux. Et ça se fait comme ça, quoi. Donc, Agicap, le passage à l'échelle s'est fait en plusieurs temps. En fait, si je devais résumer deux moments un peu de phase un peu charnière, en gros, les premiers mois, quand je suis arrivé chez Agicap, on était encore en phase où on essayait d'affiner notre product market fit. C'était encore une toute petite équipe de 3-4 commerciaux. Au début, j'étais le seul au marketing. Donc, on prenait tous les prospects qu'on pouvait générer. On essayait de closer le plus rapidement possible, avec un bon panier moyen. C'était encore un peu artisanal dans le process. Il y a eu une grosse phase d'accélération. En fait, j'ai rejoint Agicap en septembre 2019 et donc en mars 2020, il y a le premier confinement où là, on se dit bon, ça va être potentiellement compliqué. Et en fait, ça a été une grosse phase d'accélération pour nous parce que toutes les PME de France qui se sont retrouvées à devoir faire un prévisionnel de trésorerie à 2 ans pour pouvoir obtenir leur prêt garanti par l'État, le fameux PGE. Donc, il y a eu une énorme explosion de la demande qu'on a réussi à gérer à l'époque, donc qui nous a permis de fortement accélérer sur la France, donc en continuant à recruter rapidement, très rapidement, sur des personnes, des commerciaux, des nouvelles personnes au marketing, des nouvelles personnes au customer success qui étaient en charge d'accompagner nos clients. On a eu cette forte phase d'accélération en France. Et donc ça, c'était un premier cap. Et après, bon, très rapidement, une fois qu'on a vu que le potentiel de marché était énorme et qu'on avait vraiment un product market fit fort, se posait rapidement la question de l'internationalisation. Parce qu'on savait que notre succès en France allait créer des envieux, non seulement en France, mais non aussi en Europe. Et donc, on avait vraiment un enjeu après d'aller vite dans les autres pays européens pour occuper cette place de leader, truster la position et tuer la concurrence dans l'œuf. Et donc là, c'était un peu avec la deuxième levée de fonds qu'on a faite avec Partech, qui était une levée plus significative de 15 millions d'euros. On a lancé notre premier pays international, l'Allemagne, premier pays européen pour les marchés des PME. Et en fait, ça nous a permis là de craquer une nouvelle dimension qui est celle de l'internationalisation avec une approche on crée une équipe locale forte. On peut créer une start-up dans la start-up. On crée une équipe locale forte avec le boss du pays qui est le country manager, avec l'équipe pays qui a ses propres commerciaux, ses propres équipes customer success, son équipe marketing. Donc ils ont à la fois beaucoup d'autonomie et en même temps on les fait bénéficier au maximum de ce qu'on appelle le playbook, donc de toutes les recettes, les process qui étaient complètement déjà rodés en France et qui a permis en fait de très rapidement atteindre un bon niveau de performance dans chaque nouveau pays, donc l'Allemagne, puis l'Espagne, puis l'Italie et maintenant le Royaume-Uni, où tout est très processisé et donc très rapidement on arrive à générer de la demande en inbound, Facebook Ads, Google Ads, en chasse active, parce qu'on maîtrise le process, quoi. Et donc ça nous a permis de lancer très rapidement 5 gros pays et d'atteindre des niveaux de croissance forts dans chacun de ces pays. Je pense, pour être honnête, et la manière dont je le vois, c'est arriver à conjuguer une forme de plaisir au travail, voilà, d'aller tous les jours au travail en ayant l'envie de tester de nouvelles choses, de bosser avec tes équipes, etc. Et une forme aussi de succès financier. Tant que tu es en croissance, le succès financier est là, et en plus que tu as cette forme de bonheur au taf et de bonheur dans le développement de tes projets, bah, considère que c'est vraiment une forme de succès sain, quoi. Parce que si tu n'as que l'aspect financier, mais que tu sens que tu n'es plus forcément aligné avec le projet, ou que voilà, tu te mets dans un état de santé ou mental qui n'est pas tenable, tu
perds un peu cette grinta, c'est un problème. Si tu es heureux au travail, comme j'ai pu l'être même dans ma précédente startup, hein, mais que tu n'as pas le succès financier qui vient avec, à un moment donné, ça pète aussi. Et tu rentres dans une spirale infernale. Donc quand tu as les deux, tu as clairement le succès financier qui te dit que ce que tu fais en termes de business, c'est fort, c'est bien, ça a du potentiel, et que à titre perso, tu es aussi heureux dans ce que tu fais. Et que tu as ces deux jambes-là, tout roule, quoi. Je pense qu'il y a différents profils. C'est soit vous avez un projet déjà très concret auquel vous croyez à fond, et à ce cas-là, bah, allez-y. Vous posez pas trop de questions. Worst case, vous allez apprendre 15 fois plus que ce que vous aurez appris dans un parcours classique, même si le projet finit par planter au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est un énorme catalyseur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc allez-y en essayant de bien vous entourer autant que possible pour maximiser les chances de réussite. Après, si vous savez, ça je pense c'est un peu le deuxième scénario qui était un peu plus le mien, hein, si vous savez que vous voulez aller vers l'entrepreneuriat à terme, mais que vous n'avez pas encore le projet qui vous porte, dans ce cas-là, je pense que le mieux c'est d'aller bosser avec des entrepreneurs. Donc d'aller en start-up et d'essayer d'être dans une position en start-up, pas forcément tech, hein, même une petite PME, où vous bossez le plus proche possible avec les fondateurs. Comme ça, vous vous confrontez à la réalité de ce que c'est d'être patron d'entreprise, de travailler dans cet environnement et de voir justement si c'est fait pour vous et d'acquérir les compétences dont vous avez besoin. Et un truc aussi qui m'avait marqué, d'ailleurs c'était un des conseils de prof d'entrepreneuriat à l'ESSEC, qui à l'époque était Philippe Ayat, enfin c'était les frères Ayat, Philippe et Serge Ayat. Et un truc qui m'avait marqué, qui avait dit il y a un truc, une compétence qui est non négociable pour être entrepreneur, c'est de savoir vendre. Parce qu'en fait, vous passez votre temps à vendre. Vous vendez des projets, vous vendez la vision du projet, c'est comme ça que vous recrutez. En fait, quand tu recrutes, tu vends une opportunité à quelqu'un. C'est comme ça que tu arrives à recruter les bons éléments. Tu vends le projet de ta boîte à des investisseurs, c'est comme ça que tu lèves des fonds. Tu vends la solution à des clients, c'est le développement commercial. Tu es tout le temps en train de vendre. Toute la journée, en tant qu'entrepreneur, tu es en train de vendre. Tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu ne sais pas vendre. Donc, s'il y a une compétence à développer, c'est celle-là, quoi. Faut savoir vendre, faut savoir se vendre, faut savoir vendre son projet, faut savoir vendre son produit. Et donc, voilà, faut développer cette compétence-là.